En septembre 2013, un couple de touristes américains cherchait à observer des jaguars lors d'une sortie en bateau sur l'Amazone. Et pour le coup, ils ont été servis. Voilà ce qu'ils ont pu filmer. Dans la région amazonienne, le jaguar est un super prédateur, et les caïmans font partie de son régime alimentaire. On pourrait donc simplement se dire que le jaguar a sauté à la flotte pour s'en nourrir. Bon, c'est un peu simple comme explication, hein. Moi je me suis posé une question, comment est-ce qu'un animal choisit sa nourriture? Même si a priori le jaguar est un bon nageur et qu'il a l'habitude de s'attaquer à des caïmans, je pense qu'il peut quand même trouver d'autres proies moins risquées dans la région amazonienne. Alors pour être clair, je ne vais aborder dans cet épisode introductif que des notions de base. Je ne parlerai ni maintenant de déterminants du comportement, ni comment un animal vient au monde avec un régime alimentaire prédéfini. Pour ce premier épisode, on va simplement remettre le nez dans nos bouquins de SVT et voir un peu comment fonctionnent les chaînes alimentaires. Générique. Bon, par nature, on sait que n'importe quel organisme vivant est une putain de feignasse. Je m'explique. Chaque être vivant fonctionne en absorbant et en dépensant de l'énergie. En fait, simplement vivre, c'est-à-dire faire fonctionner ses organes, induit une dépense d'énergie pour le corps. Il va donc devoir la compenser en absorbant de la nourriture. Le mot d'ordre pour les êtres vivants, c'est donc économiser. Pour être plus clair, il existe par exemple une théorie qui explique que certains aliments, des légumes comme le céleri ou des fruits comme les agrumes, auraient un apport négatif en calories. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien c'est que le corps va dépenser plus d'énergie pour les digérer qu'il va en recevoir en les absorbant. Et ça serait donc une solution miracle pour perdre le gras qu'on a sur les miches. Mais cette théorie n'a jamais été réellement vérifiée. Et de toute façon, même si on souhaitait perdre du poids avec, il faudrait en bouffer des tonnes sans ne jamais rien manger d'autre à côté pour commencer à en ressentir les effets. Bon, céleri coca, ça marche pas. Eh bien les êtres vivants vont justement à l'inverse choisir la nourriture qui aura le meilleur rapport entre l'énergie dépensée et l'énergie absorbée. Pourquoi ce choix? Eh bien pour rendre le plus efficace possible chaque prise de nourriture, ce qui permettra en particulier aux prédateurs de chasser le moins souvent possible. Mais il y a d'autres facteurs qui peuvent plus ou moins influencer ce choix. Il y a par exemple l'urgence avec laquelle il est nécessaire de manger, pour continuer de vivre par exemple. Bah oui, si un animal ne s'est pas alimenté depuis un certain temps, il pourra par exemple accepter de se nourrir d'une nourriture qu'il aurait peut-être dédaignée en temps normal. Instinctivement, certains animaux ne prendront pas le risque. D'autres le prendront. C'est le cas par exemple des gnous ou des zèbres qui vivent en troupeaux conséquents. En prenant le risque de passer par des zones dangereuses où certains mourront, ils assurent la survie de la majorité. Et c'est donc en associant ces différents facteurs qui vont avoir un poids relatif en fonction de l'espèce et de ses mœurs qu'on peut tenter d'expliquer pourquoi elle se nourrit de telle manière. Bon, en gros, manger beaucoup c'est bien, chasser moins souvent c'est mieux, mais encore faut-il sortir entier de la bataille. À côté de ces facteurs, il y a la notion d'instinct qui rentre en jeu. Bon, cette notion mériterait un épisode entier à elle seule, donc je vais rapidement la présenter et on en parlera plus précisément dans un prochain épisode. On parle d'instinct chez les animaux et même chez l'homme pour décrire la partie héréditaire ou innée de certains comportements et mécanismes physiologiques. La science qui étudie l'instinct, c'est l'éthologie. Et pour faire simple, les éthologues ont défini l'instinct comme étant une force qui va dicter des comportements à adopter pour tout ce qui va être nourriture, reproduction, chasse, communication et même la peur chez les animaux sans le biais de la réflexion. Pour donner un exemple plus parlant de ce qu'est cette force, chez l'homme par exemple, lorsqu'on entend un bruit et qu'on tourne la tête, qu'on va se concentrer sur ce bruit, c'est le fait de l'instinct, on le fait naturellement sans le biais de la réflexion. Dans cet exemple, ici, notre corps réagit à ce qu'on appelle un stimulus. Qu'est-ce que c'est un stimulus? Eh bien comme son nom l'indique, c'est un événement extérieur qui va stimuler notre attention et provoquer une réaction. Cet ensemble, stimulus plus réaction, est ce qu'on appelle la taxie. La taxie, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simple, c'est un déplacement orienté de notre corps vers le stimulus. Et on le différencie alors du réflexe. Pourquoi? Eh bien pour des raisons anatomiques. L'acte instinctif est généré par le cerveau, contrairement au réflexe qui lui est généré par la colonne vertébrale, le rachis. Le comportement instinctif a été formalisé par la formule de Nicholas Tinbergen, un biologiste britannique du XXe siècle qui lui s'est penché sur l'étude comparative du comportement animal. Bon, ça va être un peu compliqué, mais on va s'en sortir. La formule de l'acte instinctif, c'est l'addition de trois choses. Le stimulus, la coordination héréditaire et la taxie. Bon, le stimulus, on l'a vu tout à l'heure, c'est bon, c'est un événement extérieur qui va provoquer une réaction du corps, ça c'est ok. La coordination héréditaire, par contre, c'est une expression un peu compliquée pour expliquer comment les muscles se contractent lorsqu'ils vont réagir à un stimulus. Cette coordination est dite héréditaire et donc instinctive car les muscles vont se contracter de la même façon pour tous les individus de la même espèce lorsqu'ils vont réagir au même stimulus. Enfin, l'ataxie, on l'a vu, c'est bon, c'est un mouvement orienté et programmé génétiquement du corps vers le stimulus.
Chez l'animal, l'instinct est omniprésent dans les comportements liés à la nutrition. Bon, pour expliquer tout ça, je vais faire appel à un philosophe français bien connu, Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques, dans son discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, montre la différence qu'il existe entre d'une part les êtres humains et d'autre part les animaux concernant l'instinct. Pour faire simple, l'homme s'est largement détaché de son instinct, ce qui lui permet de jouir de sa liberté d'action. Il n'obéit plus qu'à certains de ses instincts les plus primitifs, comme la peur par exemple, contrairement à l'animal qui, lui, est majoritairement animé par des comportements instinctifs. Cet instinct, c'est le résultat de plusieurs millions d'années d'évolution, de transmission et d'adaptation au milieu biologique. Et l'instinct peut même parfois pousser un animal à adopter des comportements qui peuvent lui être néfastes. Pour expliquer ça, Jean-Jacques utilise une analogie. Il nous montre qu'un chat affamé se laisserait mourir en étant à côté de graines, alors qu'objectivement en manger lui aurait permis de vivre un peu plus longtemps. Tout comme un pigeon se laisserait mourir à côté des meilleures viandes. Pourquoi ils n'en mangent pas? Eh bien tout simplement parce que leur instinct ne leur permet pas de sortir de leur régime alimentaire. Et pour savoir qui mange qui et qui mange quoi, un biologiste du nom de Charles Elton a défini en 1927 ce qu'on appelle aujourd'hui les chaînes alimentaires et les réseaux trophiques. On l'apprend aujourd'hui assez jeune à l'école pour expliquer aux enfants le rôle de chaque être vivant et son importance dans la conservation d'un équilibre biologique. Bon, avant d'aller plus loin dans l'explication des chaînes alimentaires, je tenais quand même à vous partager la fin du texte de Jean-Jacques qui, en guise de conclusion, nous en fout plein notre mouille. C'est ainsi que les hommes se livrent à des excès qui leur causent la fièvre et la mort, parce que l'esprit déprave les sens, et que la volonté parle encore quand la nature se tait. Jean-Jacques. T'es content? T'as bien ruiné l'ambiance? Une chaîne alimentaire décrit par le biais de maillons, d'où le nom de chaîne, la dépendance qu'il existe entre un certain nombre d'êtres vivants donnés. Ces êtres vivants sont liés par des besoins nutritifs. Chaque maillon de la chaîne alimentaire est consommé par le maillon supérieur, ce qui permet notamment un transfert de matière organique qui, une fois assimilée par le corps, sera transformée en notre fameuse énergie dont nous parlions tout à l'heure. Et on appelle donc un réseau trophique un enchevêtrement de chaînes alimentaires qui partagent certains maillons. Chaque maillon occupe une place en fonction de son rôle, qu'on va appeler un niveau trophique au sein de ce réseau. Pour faire simple, il y a 3 rôles que peut occuper un maillon. Tout d'abord, il y a le producteur primaire, qui est tout le temps le premier maillon d'une chaîne alimentaire ou d'un réseau trophique. Ce producteur primaire est dit autotrophe, car il va produire sa propre énergie à partir de matière inorganique. C'est le cas par exemple des plantes qui, grâce à la photosynthèse, vont transformer les rayons solaires en glucides. Interviennent ensuite les consommateurs. Il y a tout d'abord les consommateurs primaires, qui sont des êtres qui vont se nourrir des producteurs primaires. Les producteurs primaires étant des plantes, on dit de ces consommateurs primaires qu'ils sont phytophages, c'est-à-dire qu'ils vont se nourrir principalement de végétaux. C'est le cas par exemple des buffles qui se nourrissent d'herbes. Interviennent ensuite les consommateurs secondaires. Les consommateurs secondaires vont se nourrir des consommateurs primaires. C'est donc un animal qui se nourrit d'un autre animal. On dit donc de lui qu'il est zoophage. C'est le cas par exemple du lion qui va se nourrir du buffle. Il faut savoir qu'il existe autant de consommateurs qu'il existe de prédateurs dans une chaîne alimentaire qui consomme un autre prédateur d'un niveau trophique inférieur. Le dernier consommateur, c'est-à-dire un animal qui ne sera consommé de son vivant par aucun autre animal, est ce qu'on appelle un superprédateur. C'est par exemple le cas de notre pote le jaguar qui en Amazonie est au sommet de sa chaîne alimentaire. Je passe rapidement sur ce point, mais c'est quand même important de le préciser pour comprendre ce qu'est l'équilibre biologique. Si un superprédateur vient à disparaître, il est possible que le maillon du niveau trophique inférieur devienne lui-même un superprédateur. Pour faire simple, si le jaguar venait à disparaître, il est possible que le caïman devienne lui-même un superprédateur en concurrence avec l'anaconda, vu qu'ils se bouffent l'un l'autre. Interviennent enfin les décomposeurs. C'est le côté bien crade de la chaîne alimentaire. Ils consomment des débris de végétaux, de la matière organique dissoute et des cadavres. Ce sont des êtres saprophages. La magnifique liaison entre sapros qui signifie pourri et phage qui signifie manger. Des êtres qui bouffent du pourri quoi. Et ces décomposeurs peuvent aussi jouer le rôle de consommateurs primaires au sein d'une chaîne alimentaire lorsqu'ils servent de nourriture à des consommateurs secondaires. C'est le cas par exemple lorsqu'un piaf bouffe un ver de terre. Cette organisation biologique est tout aussi valable pour la vie terrestre que pour la vie aquatique. Par exemple, les phytoplanctons captent la lumière et produisent leur propre énergie. Des mollusques vont se nourrir des phytoplanctons, certains poissons vont se nourrir des mollusques, des requins vont bouffer la poiscaille, et enfin ce putain de poisson blob qui vit dans les abysses se chargera de bouffer le requin mort, transformé en neige abyssale. Oh putain, j'ai rien compris. Ah, tu veux plus simple?
Ok, les phytoplanctons produisent leur propre énergie. Et là, t'as Moby Dick qui passe et qu'en bouffe pour 3 tonnes. Elle est elle-même derrière pour chasser par un putain de chalutier japonais, eux-mêmes pour chasser par les Sea Shepherd, eux-mêmes pour chasser par RMC Découverte. Les Japonais butent la baleine, en bouffent une partie, envoient le reste dans la crème en tirée de ta mère va canner et serbectée par les vers. Bim, chaîne alimentaire. Les cases portant des noms de fruits de mer, genre huîtres, palourdes, bourrelets, tout ça par là-bas avec moi, vous me suivez. Oh, il a mis Allons, c'est bonheur, ça rigole, ça rigole. Merci à tous d'avoir regardé ce premier épisode du Pourquoi du Comment, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé. Si jamais pendant l'épisode vous avez entendu des bruits de grattement, c'est madame la responsable. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si l'épisode vous a plu pour ne pas louper les prochains, à nous suivre sur Facebook, sur Twitter et surtout, le plus important pour nous, partagez l'épisode. Merci beaucoup, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Ciao!